Bonsoir à tous, mercredi 6 février, bienvenue dans le 7-8 journal de la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Les automobilistes circulent sur l'ouvrage rénové depuis décembre. Le nouveau pont Schuller a été officiellement inauguré hier. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour doubler l'édifice qui enjambe la Nationale 10 entre La Verrière et Maurepas, un chantier chiffré à 9 millions d'euros. Le grand débat national se poursuit dans les Yvelines à un peu plus d'un mois de la fin de la consultation. Quelles premières idées émergent dans le département? Le point à suivre est sur cette thématique toujours. Nous recevrons Philippe Fleuret du FC Que Choisir. L'association a fait 12 propositions dans le cadre du débat. Et puis invité également sur ce plateau Claire Maximova dans La tyrannie du silence. Cette habitante du Chénéro-Cancourt raconte son histoire et des abus sexuels et son viol par un prêtre lorsqu'elle était sœur carmélite. Le chantier avait débuté en 2017. Le nouveau pont Schuller qui relie Maurepas à La Verrière a donc officiellement été inauguré ce mardi en présence des élus locaux et de Valérie Pécresse. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Cette image était attendue depuis plus d'une décennie par les habitants de Maurepas et de La Verrière. Les élus locaux ont officiellement inauguré le nouveau pont Schuller ce mardi 5 février. Les travaux qui ont duré 2 ans ont permis de doubler les voies de circulation sur un axe emprunté par 20 000 véhicules chaque jour. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Non seulement le pont il est efficace puisqu'il n'y a plus de bouchons d'entrée de ville. Donc c'est un vrai confort pour l'ensemble des habitants, non seulement de Maurepas mais aussi d'Élancourt. C'est une facilité d'accès non seulement à la gare de La Verrière en bus, mais aussi pour ceux qui sont en voiture et qui souhaitent rejoindre la Nationale 10 pour aller travailler. Des voies de circulation douces plus larges ont également été créées pour relier Maurepas à La Verrière. Il va devenir bien plus sécuritaire qu'avant. Les piétons, les vélos ont leur propre chemin. Donc de cette manière, on va favoriser aussi, j'espère, un déplacement sans voiture. Coût total de l'opération, 9 millions d'euros pris en charge à hauteur de 30% par Saint-Quentin en Yvelines et à 70% par le département, l'État et la région. Nous l'avons fait parce que nous considérons qu'opposer la route au transport en commun, c'est une aberration. C'est sur la route qu'on va faire rouler les futurs transports en site propre qui relieront La Verrière et Trappes. Et c'est sur ces ponts, en limitant les embouteillages, qu'on arrive à limiter la pollution et limiter le stress. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau pont Schuller, une exposition retraçant l'histoire du projet a été mise en place à la sortie de la gare de La Verrière. Et après le pont Schuller, c'est aussi celui de la Ville-Dieu qui devrait être rénové et doublé. Il enjambe également la Nationale 10, quelques kilomètres plus loin, entre Élancourt et La Verrière. Valérie Pécresse a promis l'inscription de ce projet au prochain contrat de plan État-région, une réhabilitation qui se chiffrerait à 30 millions d'euros. Transport toujours, mais sur rail, la présidente de la région francilienne l'a confirmé à notre micro. La ligne N aura bien de nouveaux trains en circulation sur l'axe Saint-Quentin-Rambouillet d'ici la fin 2021. C'était la promesse de son plan de renouvellement du matériel roulant. Des rames neuves seront dans un premier temps déployées sur Paris et la Petite Couronne cette année. Au total, ce sont 69 nouveaux trains qui seront mis en place. Et puis il permettra de relier la gare de l'Est à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 20 minutes. Le CDG Express verra bien le jour, annoncé hier de la ministre des Transports Elisabeth Borne. Et les délais d'une livraison avant les JO 2024 sont tenables et ne se feront pas au détriment des transports du quotidien, notamment du RERB, a affirmé la ministre. Un trajet de 32 km qui coûtera aux passagers 24 €. Depuis le 15 janvier, le grand débat national anime la vie politique aux 4 coins de l'Hexagone. Bonsoir Nicolas Dandry. Bonsoir Grégory. Alors dans les Yvelines, le grand débat s'est mis en place avec notamment plusieurs réunions organisées et des réunions aussi à venir. Alors comment se déroule cette consultation depuis presque un mois sur le territoire ? Alors ce sont des rendez-vous à l'initiative des maires, des parlementaires, d'associations ou encore de citoyens sous différentes formes, avec des réunions publiques, comme on le voit ici à Poissy, et des interventions à tour de rôle entre les citoyens, des débats secrets au sein de ces réunions publiques. Et un autre format, c'est à Trappes, avec des ateliers de réflexion, comme on le voit sur ces images, avec des tables rondes et d'une synthèse à la fin sur chaque thématique. Justement, les thématiques, elles ont été annoncées par le président de la République dans sa lettre. Donc, je les rappelle, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l'État, démocratie et citoyenneté, ou encore transition écologique.
mais des propositions peuvent être faites aussi sur des thèmes ouverts. Alors justement, quelles propositions ont été faites par ces citoyens? Quelles premières propositions? Eh bien Grégory, on retrouve plusieurs propositions émises par des citoyens participant à ces débats, notamment sur les questions fiscales qui reviennent souvent, comme la remise en place de l'impôt sur la fortune, le fameux ISF, une réforme sur l'impôt sur le revenu avec par exemple le paiement de l'impôt dès le premier euro gagné, ou encore la TVA à taux zéro sur certains produits. Autre thématique, c'est les institutions, la reconnaissance du vote blanc, le référendum d'initiative citoyenne ou la baisse du salaire des parlementaires. Enfin, le renforcement de la décentralisation revient souvent avec plus de pouvoirs confiés aux collectivités. Voilà quelques idées parmi d'autres. Alors, vous l'avez dit, des réunions ont déjà été organisées. Quel est le programme des prochaines réunions de ce grand débat national? C'est un programme assez riche et dense jusqu'au 15 mars prochain. Regardez ces infographies. Toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont prévu des rendez-vous. Villepreux organise 4 réunions pour 4 thématiques. Même situation pour Voisins-le-Bretonneux qui regroupe les thèmes 2 par 2. À Elancourt, 2 réunions sont prévues, dont celle du 22 février, qui est celle-ci organisée par les Gilets jaunes des Yvelines. D'accord. Autre débat à l'initiative du député Didier Bécher consacré aux jeunes Yvelinois au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt. Morpas ou encore Coignères ont aussi leur rendez-vous. Et maintenant, si on prend d'autres communes des Yvelines, on retrouve des débats sur l'ensemble du territoire. On voit Fontenay-le-Fleury, Saint-Arnoux-en-Yvelines, Versailles, le Mesnil-Saint-Denis, ou encore Bois d'Arcy, la Queue, les Yvelines, Chevreuse et Rambouillet. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. D'autres réunions sont prévues dans le département. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran ou contacter directement votre mairie. Merci Nicolas pour ces précisions. On continue justement à parler du grand débat national avec vous. Philippe Fleuret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Région de Versailles. Alors l'association de consommateurs au niveau national, à l'occasion de ce grand débat, a lancé sa contribution des consommateurs, 12 mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Avec ces mesures, 9 milliards d'euros pour être dégagés pour les ménages sans surcoût pour les finances publiques. Alors œuvrer pour le pouvoir d'achat des Français, c'est pas une chose nouvelle pour l'association. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille sur le sujet. Oui, tout à fait. Voilà déjà plusieurs années que nous intervenons régulièrement dans ce domaine. Et là, l'occasion nous est donnée donc de faire valoir nos propositions et donc à travers une grande consultation des consommateurs, de tous les consommateurs, et de faire des propositions donc pour renforcer le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi le faire au moment de ce grand débat? C'est un peu à la mode en ce moment de faire remonter ces revendications, ces propositions. Le FC Que Choisir, c'est l'association de consommateurs la plus importante de France, donc il est tout à fait logique que nous intervenions dans ce grand débat. Alors il y a 12 mesures qui ont été proposées avec plusieurs thèmes. On va les présenter dans un instant. Alors le premier thème de ce grand débat, vous voulez le mettre en avant au travers de cette action, c'est il faut parler pouvoir d'achat dans ce grand débat. C'est le premier thème. Oui, c'est-à-dire dépenser moins, parce que augmenter le pouvoir d'achat, il y a 2 solutions. C'est soit gagner plus ou dépenser moins. Nous examinons les mesures pour dépenser moins. Donc sur ce pouvoir d'achat, on l'a dit, 12 mesures, notamment sur l'alimentation. Alors l'une des mesures avancées par UFC Que Choisir, c'est d'annuler par exemple le relèvement du seuil de la revente à perte instauré par la loi alimentation, la loi qui est entrée en vigueur au 1er février. Ça gonfle la facture des consommateurs, mais ça gonfle aussi les marges de la grande distribution. Oui, alors on estime qu'en annulant cette mesure, dont nous étions déjà fermement opposés au printemps dernier, lors du vote, cela permettrait aux consommateurs de récupérer environ 800 millions d'euros, donc ce qui n'est pas neutre. Alors pourquoi cette mesure, comme vous le savez, donc, elle permet à la grande distribution de mettre en place des marges, la loi autorise des marges, c'est-à-dire de 10%, c'est-à-dire sur les grands produits d'appel de la grande distribution, il n'est plus possible de vendre donc en dessous d'une marge de 10%, ce qui contribue donc à augmenter les prix. Donc au détriment des consommateurs. Donc c'est le premier thème de l'alimentation. Il y aura aussi les banques qui sont dans le viseur. Alors vous préconisez de supprimer les commissions d'intervention en cas d'incident bancaire, c'est-à-dire supprimer en somme les frais quand on est à découvert. Avec cette mesure, UFC Que Choisir chiffre à 2,8 milliards d'euros qui pourraient revenir directement aux ménages avec cette mesure. Oui, tout à fait. C'est un fait très très important. Bon. Beaucoup de Français, ou la plupart, même ont eu un jour ou l'autre des incidents bancaires. Et malheureusement, donc, chaque fois qu'il y a un incident bancaire, il y a une sanction financière, constatée par le titulaire du compte, avec un prélèvement donc sur son relevé de compte. Et c'est une sanction. Et donc, finalement, on estime qu'il aurait mieux faire de la prévention et non pas
punir et aggraver encore la situation financière difficile de certains Français. Donc c'est pour ça qu'on demande la suppression de cette mesure. Alors cette mesure a été abordée par le président de la République lors du grand débat à Évricourt-Coronne. L'encadrement des loyers, UFC Que Choisir souhaite l'encadrement de ces loyers dans les zones dites tendues. Il y a une expérimentation qui a été rendue facultative par la loi Elan. Il est possible partout d'encadrer ces loyers ? C'est possible aujourd'hui ? Voilà. Il faut voir, mais ce que nous demandons, si vous voulez, c'est qu'on utilise l'expérience. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un encadrement qui est fait à Paris et à Lille avec de bons résultats. Donc pourquoi se priver de ces bons résultats et ne pas étendre cette possibilité à d'autres communes où il y a des difficultés effectivement au niveau des loyers ? Dans le domaine de la santé, deux mesures principales. Limiter les dépassements des honoraires médicaux. Il y a aussi une mesure de faciliter la comparaison et le changement des assurances santé. Oui, alors là, il faut parler de complémentaire santé. Pourquoi on s'est aperçu que le montant des cotisations des complémentaires santé avait augmenté de 50% en 10 ans, c'est les 10 dernières années, ce qui est considérable. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une facilité pour les Français de changer de mutuelle, ce qui permettrait donc de faire des économies très importantes pour les Français. Une dernière mesure qu'on n'a pas le temps d'évoquer sur l'automobile. En tout cas, c'est de là qu'est partie la contestation des Gilets jaunes et la réponse de ce grand débat national. Vous souhaitez favoriser l'émergence d'auto-écoles en ligne, c'est-à-dire faciliter en tout cas l'apprentissage de la conduite. Donc ça, c'est l'une des mesures. Je voulais vous demander pour terminer, donc toutes ces mesures, on peut voter pour les 3 meilleures mesures sur le site de Que Choisir, c'est ça ? Donc il suffit d'aller sur le site sur le site quechoisir.org. Qui s'affiche. Quechoisir.org, voilà. Et donc, à travers les 12 mesures proposées, d'en retenir 3. Et donc, ce sont ces 3 mesures que nous porterons donc, dans le grand débat. Et donc, ces mesures sur quechoisir.org à retrouver. Merci Philippe Fleuret d'être passé sur ce plateau, président du FC Que Choisir, région de Versailles. On vous en parlait lundi, de nombreuses possibilités de formation existent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, notamment depuis 2017, la possibilité de suivre un cursus au sein du campus du numérique. Parmi l'offre proposée, l'école Simplon, ouverte à Élancourt. Nicolas Dandry. Programmer ou coder un jeu de domino, le projet sur lequel travaillent les 23 apprenants de la promotion développeurs web de l'école Simplon, avec un esprit d'entraide entre les personnes formées, des profils différents avec plus ou moins d'expérience dans le numérique. On démarre à partir d'une page vide et on crée le code en entier, ce qui nous donne un rendu qu'on peut visualiser directement. On fait des tutoriaux pour s'apprendre les uns aux autres ce que sont les notions de JavaScript. Je voulais compléter mon expérience de graphiste, développeuse web et dans le domaine de la communication pour être une professionnelle complète. Je pense que les intervenants enseignent très bien les cours. Je comprends parfaitement. Les apprenants viennent d'horizons différents, le plus jeune a 20 ans et le plus âgé 52 ans. Porté par Saint-Quentin en Yvelines, Simplon accueille aussi 20 apprenants dans une promotion de développeurs data. C'est une base de données relationnelle de clients, de produits et de transactions, ce qui implique des factures, des transactions et ainsi de suite. On s'est parlé en fait des différentes bases de données. Nous allons faire en sorte... Quand on reçoit des données, par exemple, on commence dans une nouvelle boîte, ils ont plein de données du style des clients, des noms de clients, des adresses, etc. Et il faut tout simplement les mettre dans un tableur, histoire que ce soit plus clair, trié, facile à retrouver, potentiellement recherchable. 35 heures de formation par semaine du lundi au vendredi sur 7 mois, avec à la clé un diplôme équivalent Bac+2, un formateur pour chacune des promotions et une pédagogie proactive pour les apprenants. Le but, c'est pour chaque apprenant ou d'apprenante, c'est de s'auto-former. Donc ils sont en groupe, ils travaillent très principalement toujours en mode projet. Ça veut dire que de trouver la ressource par eux-mêmes dans un premier temps. À la fin de la formation prévue le 31 juillet, ils seront considérés comme des développeurs juniors. Une deuxième promotion est déjà prévue, les dates ne sont pas encore déterminées. Une déclaration inédite du pape François. Le souverain pontife a reconnu hier que des prêtres et des évêques avaient agressé sexuellement des religieuses. Un phénomène qui se rencontre partout, selon lui, et sur lequel l'Église, affirme-t-il, travaille depuis longtemps. Un livre, justement, lève le voile sur ces problèmes d'agression sexuelle au sein de l'Église. La tyrannie du silence, c'est sorti en janvier aux éditions Cherche Midi. Le témoignage d'une ancienne carmélite abusée sexuellement et violée par un prêtre. C'est votre histoire, Claire Maximova, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet entretien. Alors, vous êtes aujourd'hui professeur d'anglais, habitante du Chesnay-Rocancourt. Je précise qu'au cours de cet entretien, on ne pourra ni citer de nom de personne ni de lieu, puisque 2 affaires sont en cours au pénal et également un procès canonique. Une première question, pourquoi avoir eu envie de témoigner sur ce qui vous est arrivé ? Parce que ce qui m'est arrivé, c'est très difficile à vivre, hein, et ça m'a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps à vivre avec ce poids de culpabilité qui n'est pas le mien. Et parce que au bout de ces quelques années, j'ai découvert les livres, par exemple, de Muriel Salmona, où j'ai lu la description des réactions des victimes de violences. Et ça posait des mots sur ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, si moi, je ne parlais pas, si moi, je ne portais pas cette parole aux victimes qui n'ont pas fait des découvertes que moi j'ai faites, qui le ferait? Et donc, c'est pour libérer la parole, pour permettre aux autres victimes de mettre les mots sur ce qui leur est arrivé, que ce livre a eu lieu. Alors parlons de votre histoire, Claire Maximova. Vous convertissez au catholicisme à 15 ans. En 98, vous entrez au Carmel à l'âge de 24 ans. Vous êtes alors la plus jeune sœur au sein de ce Carmel. Et c'est un moment compliqué pour vous. Vous vivez un moment compliqué. Oui, c'était un moment assez difficile et déstabilisant parce que ce n'était pas le monastère pour lequel j'ai eu le coup de foudre. Celui auquel je voulais entrer, il était fermé un peu, voilà, quand je suis arrivée et quand j'ai déclaré ma flamme, les sœurs m'ont dit qu'elle fermait. Et donc, je me suis retrouvée dans un autre monastère où la sœur la plus jeune avait l'âge de ma mère et les autres l'âge de ma grand-mère et plus. Et au niveau d'entente mutuelle, au niveau de différence de mentalité, c'était vraiment très très difficile, d'autant plus que je venais de paroisses qui étaient très vivantes, où il y avait beaucoup de convertis, et l'ambiance était très différente. Alors dans cette solitude, quelques années plus tard, vous faites la rencontre d'un prêtre, il a 8 ans de plus que vous trouvez en lui un confident, un grand frère spirituel. Vous aviez besoin de ce grand frère à cette époque? J'avais besoin de grands frères. Déjà, j'ai rêvé d'avoir un frère depuis que j'étais toute petite. Et puis, quand j'ai eu l'appel au Carmel, j'ai lu le livre de Thérèse de Lisieux qui s'appelait L'histoire d'une âme. Et j'ai découvert qu'elle avait aussi 2 frères spirituels. Et pour moi, c'était une évidence qu'un jour ou l'autre, le Seigneur me donnera un frère. Et il est arrivé assez rapidement après ma profession solennelle. Et assez longtemps, on a eu une relation très spirituelle. On a échangé des lettres, on a échangé sur notre vécu au Carmel. Et ça va prendre une mauvaise tournure, cette relation? Ça a pris une mauvaise tournure à un moment donné parce qu'on était au parloir et ça déraillait un peu. Il a essayé de m'embrasser. Donc à ce moment-là, nous avons pris distance. Moi, j'avais toujours besoin de son aide parce que j'ai commencé à compter vraiment sur lui. Et j'étais absolument épuisée et dévastée à ce moment-là. Alors, ce comportement déplacé à votre égard, vous en parlez d'ailleurs autour de vous, vous en parlez à son supérieur spirituel. Qu'est-ce qu'on vous répond? À son père spirituel, pardon. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce moment-là? Il m'a dit directement que j'ai fait à mon frère spirituel beaucoup de mal parce que je l'ai dévoyé de son don à Dieu et que c'est ma faute parce qu'il fallait qu'il vive son don à Dieu complètement. Alors vous l'avez dit, vous aviez besoin de ce grand frère spirituel. Après, vous êtes éloigné un temps, vous finissez par renouer contact. Et là, il va aller plus loin, des gestes de plus en plus déplacés. Ça va se terminer par un viol. Oui, en fait, ça a pris encore quelques années avant que ça arrive jusque-là. Comme je me suis effondrée complètement parce que j'avais aucune aide et aucun soutien. Et en plus, ce qu'il avait fait, c'était retourner contre moi, ce qui m'a complètement démolie parce que si quelqu'un savait quelque chose sur mon appel pour la vie religieuse, c'était lui. Il en connaissait autant que moi. Et le fait qu'il retourne contre moi mes confidences, qu'il retourne contre moi la culpabilité, je ne comprenais rien. Et donc quelques années plus tard, je suis sortie du Carmel et j'étais... Donc j'ai commencé à travailler tout en ayant mes vœux valides et cherchant comment trouver ma place dans l'église en tant que consacrée. Et il restait le seul prêtre auquel j'aurais pu m'adresser parce que tous les autres à qui je demandais de l'aide ont pris des distances avec moi.
Et quand il a su que j'étais toute seule et que je travaillais, il a dit qu'il allait venir. Et ça a continué environ 1 an et demi. Donc jusqu'à ce viol que vous allez bien sûr dénoncer auprès de son père spirituel, là vous allez vous heurter encore une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'était pas son père spirituel, c'était son supérieur. Son supérieur, d'accord. Et vous allez vous heurter encore une nouvelle fois à cette tyrannie du silence que vous dénoncez dans cet ouvrage. C'était en fait la première fois que j'en ai parlé et j'étais dans... Je ne mettais pas le mot viol là-dessus parce que pour moi, comme pour la plupart des gens, tout au moins jusqu'à ce hashtag MeToo jusqu'à maintenant, le viol, ça devait se produire normalement à la rue, dans la nuit, avec quelqu'un que tu ne connais pas, le couteau à la gorge ou une arme. Et là, c'était quelqu'un que je croyais connaître, hein, parce qu'on a échangé quand même au niveau spirituel des années. Et il s'est présenté comme un pauvre être plein de repentir. Il me demandait pardon à chaque fois. Et l'image que j'avais de lui, ce n'était pas un pervers narcissique, ce que j'allais découvrir plus tard en lisant les livres. C'était un être qui est très très faible et qui est très blessé dans son enfance. Et qui avait besoin de l'aide. Et c'est pour que son supérieur lui accorde de l'aide que je l'ai notifié. Et enfin, rien ne s'est passé, ce que j'allais apprendre beaucoup plus tard. Et vous avez appris par la suite que votre cas n'était pas unique, c'est ça ? Oui, j'ai appris que mon cas n'était pas unique, que dans cet ordre, il y a d'autres religieux qui ont abusé de plusieurs personnes. Et il y a aussi, même globalement dans l'Église, il y a beaucoup plus de cas que ce que j'aurais pu imaginer dans le pire de mes cauchemars. C'est un phénomène d'ailleurs qu'a reconnu, je le disais en début d'entretien, le pape hier. Il a affirmé que des religieuses ont été abusées sexuellement par des prêtres, parce que c'était un vrai problème qui existait au sein de l'Église. Est-ce que par cette déclaration, vous avez l'impression que les choses avancent, en tout cas évoluent sur le domaine, ou pas du tout ? En fait, si on regarde déjà les choses au niveau des pédophilies, je ne trouve pas qu'il y a quelque chose qui avance vraiment. Il y a les déclarations et au niveau des actes vrais, des actes concrets, je vois très très peu. Je vois des paroles, mais je ne vois pas d'actes. Et au niveau des religieuses, c'est un bon signe que le pape s'est exprimé là-dessus. Maintenant, j'ai vraiment besoin de voir quelque chose qui bouge, parce que mon agresseur, jusqu'à maintenant, il est prieur, pas uniquement qu'il n'a aucune sanction n'a lui été imposée, mais même au niveau des mesures conservatoires, il n'y a rien qui s'est mis en place. Vous espérez que les choses avancent, peut-être aussi, vous le disiez en début d'entretien, que la parole se libère, que d'autres religieuses, peut-être victimes aussi de ce genre d'actes, témoignent ? Moi, je doute, honnêtement, je doute que d'autres religieuses commenceront à parler, pour la simple raison que je sais quelle peut être la pression de la part des supérieurs. Moi, je n'ai subi plus cette pression, donc personne ne peut me dire « tais-toi ». C'est d'une côté. D'autre part, il y a le fait que avant que ma parole se libère, j'ai eu quand même des lectures, comme j'ai cité par exemple les livres de Muriel Salmona, que normalement vous ne trouvez pas dans la bibliothèque d'un couvent. Et je ne sais pas, il faudrait vraiment la volonté des supérieurs pour donner à leurs religieuses ce genre de lecture pour qu'elles puissent faire leur chemin. Donc je ne pense pas que l'avalanche des révélations, ça va se produire demain, même si j'ai quelques raisons de penser que c'est beaucoup plus répandu que ce que j'avais pensé avant. Une dernière question très rapidement. Est-ce que ce calvaire que vous avez vécu, est-ce que ça a remis en cause votre foi ? Ma foi en Dieu, non. Parce que ce qu'il avait fait dans ma vie, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas l'expliquer autrement que par son intervention. J'ai vécu aussi des choses très très belles dans l'Église catholique. En revanche, c'est vrai que je me trouve un peu comme une personne qui nage à côté de Titanic. Et je ne sais pas quoi faire, parce que quand j'ai découvert l'ampleur de cette corruption, mon image, l'image de l'Église que j'avais, il est complètement perturbé, il est complètement changé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas des actes réels, des actes concrets qui sont posés. Donc je suis en attente pour voir ce que
quelle sera ma place dans l'Église et pour la suite. Merci Claire Maximova pour ce témoignage. La tyrannie du silence, c'est aux éditions du Cherche Midi, disponible au prix de 17 €. Et pour refermer ce journal, l'heure de notre petit tour dans les salles de cinéma du territoire. Comme chaque mercredi, ce soir, c'est le Grenier à sel qui se prête au jeu, le Grenier à sel de Trappes, pour présenter le programme du moment. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Nous connaissons tous Kirikou. Aujourd'hui, il vient d'avoir 20 ans. Ce conte est toujours aussi charmant et humaniste, et donc les enfants d'aujourd'hui doivent absolument le découvrir, et les enfants d'hier doivent absolument le voir ou le revoir sur grand écran. Souvenez-vous un peu de l'histoire. À peine sorti du ventre de sa mère, il parle et court plus vite que le commun des mortels. Mais il est aussi très malin, et il incarne le courage et la persévérance. Dans ce film, la frontière entre le bien et le mal n'est pas si évidente. Et c'est ça le message fondamental du film. La source de la méchanceté est bien souvent la souffrance, et un retour en arrière est possible. Mais pour ça, il faut bien sûr aller à la rencontre de l'autre et le comprendre. Pour sublimer ce conte, Michel Oslo a utilisé le dessin traditionnel peint sur papier. La faune et la flore y sont très riches. D'ailleurs, les décors sont ouvertement inspirés du douanier Rousseau. La musique est composée par Youssou N'Dour. Ce film peut être vu à partir de 4 ans, mais certaines scènes sont impressionnantes pour les plus jeunes, comme les apparitions théâtrales de la sorcière ou les animaux sauvages. Je conseille donc ce film pour les enfants à partir de 5 ans. Retrouvez Kirikou et la sorcière au cinéma Le Grenier à sel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 débat. Belle soirée avec TV78.